notre cours rapidement. Et on était arrivé à la thermodynamique des interfaces. Alors, quel est l'intérêt des effets interfaciaux? Quel est l'intérêt d'étudier les interfaces? Donc, elles jouent un rôle très important en général lorsque les matériaux sont constitués de phases finement divisées. D'accord? Donc, les interfaces, si on prend des interfaces, par exemple, tout spécialement donc, dans la matière, en ce qui concerne la matière condensée, si on prend un liquide et un solide, donc si c'est un solide, on va dire macroscopique avec des dimensions grandes, dimensions on va dire macroscopiques qu'on peut voir donc à l'œil nu, en général, il n'y a pas d'effet, par exemple, d'une phase liquide sur une phase qui est solide. D'accord? Si on prend un solide quelconque, par exemple, on va prendre donc, je sais pas, une céramique comme ça. Et on la submerge dans un conteneur, dans une enceinte, où il y a, par exemple, un liquide quelconque. D'une manière macroscopique, il n'y a pas d'effet des interfaces. Donc cette interface, on ne peut remarquer à ce niveau d'effet. Quand est-ce que les effets interfaciaux pour la matière condensée peut-elle être peut-elle se manifester réellement? Elle peut se manifester quand la phase est finement divisée. Qu'est-ce que je veux dire par une phase finement divisée? Donc un solide par exemple qui est on va dire divisé jusqu'à devenir sous forme de particules, de grains, avec des dimensions donc suffisamment petites. Un exemple concret d'une phase finement divisée, ce sont les solutions, par exemple, colloïdales. Les solutions colloïdales, ce sont des solutions dans lesquelles on a un solide qui est sous forme de particules avec quelques, on va dire, nanomètres. D'accord? À ce moment-là, donc, le phénomène d'interface, les phénomènes d'interface prennent de l'importance. D'accord? Une solution colloïdale est une phase finement divisée. Donc, divisée. On va dire une solution colloïdale. Solution colloïdale. C'est-à-dire, pour les gens qui entendent pour la première fois le terme solution colloïdale, c'est-à-dire une solution dans laquelle est dispersée un solide, donc dispersé un solide sous forme de particules très petites.
avec des dimensions nanométriques. D'accord? Donc, dans ce cas, quand on parle de solution colloïdale, en réalité, si vous prenez une solution colloïdale et donc bien mélangée, ce que vous allez voir, ça sera une phase qui paraît seulement liquide. D'accord? Mais en réalité, donc au niveau microscopique, ou bien nanométrique dans ce cas, vous allez voir que vous avez réellement donc des grains qui sont solides. D'accord? À ce moment-là, on peut dire que les phénomènes d'interface prennent de l'importance. D'accord? Donc au niveau macroscopique, elles ne prennent pas de l'importance, mais au niveau microscopique, là, elles deviennent importantes. D'accord? Dans ce cas, dans le cas des phases finement divisées, donc, les effets interfaciaux affectent les conditions d'équilibre entre les deux phases. D'accord? Donc, quelle est l'importance de ces interfaces, et tout spécialement pour les phases finement divisées? Donc, elles peuvent être le siège donc, de réactions chimiques. Elles peuvent être aussi donc, le siège de ségrégation des impuretés, donc le siège où on pourra donc avoir donc, accumulation d'impuretés. Ces impuretés donc, deviennent de plus en plus importantes et par conséquent donc, affecter notre solide dans, donc, finement divisé et affecter ses propriétés. Elles peuvent être aussi le siège de nucléation et de croissance donc, de phase. Elles amorcent aussi, donc ces interfaces amorcent donc la rupture mécanique donc, de certains matériaux. D'accord? Dans ce qui va suivre, ce qu'on va faire donc ici, c'est essayer d'introduire ou bien de rajouter le terme qui manque pour faire apparaître donc les phénomènes ou bien les effets interfaciaux. À quoi? À toutes les relations thermodynamiques que nous connaissons. D'accord? Donc on va voir quel sera l'effet ajouté par quel sera le terme pardon ajouté pour faire ressortir l'effet donc des phénomènes d'interface. D'accord? Donc ça sera plus clair donc, par la suite. On va commencer par le modèle de Gibbs. Donc, le modèle de Gibbs, c'est un modèle qui est simple, qui va considérer dans ce cas que l'interface, donc elle n'a pas d'épaisseur. D'accord? Donc, c'est un modèle qui considère que l'interface est représentée par une surface mathématique d'épaisseur qui est nulle. D'accord? Donc, ça veut dire que pour le modèle de Gibbs, si on a deux interfaces, pardon, si on a deux interfaces, pardon, deux phases et une interface entre les deux, une phase, par exemple, solide et une phase liquide. Et on va donc mettre une autre couleur ici pour différencier les deux phases. Donc celle-là, c'est la phase. Ce qui est en jaune, c'est la phase liquide. Et celle-là, c'est la phase solide. Donc, cette interface, selon le modèle de Gibbs, cette interface a une épaisseur qui est égale à 0. Or, est-ce que c'est vrai? Donc, en réalité, cette phase liquide est constituée d'atomes et celle-là est constituée d'atomes. Donc, à l'interface, en réalité, vous devriez avoir donc
un chevauchement entre les deux. D'accord? Donc, vous aurez des atomes. Si donc on va au niveau microscopique, vous devriez avoir quelque chose de comme ça. Donc, au niveau microscopique, vous devriez avoir quelque chose de comme ça à l'interface. Vous aurez un chevauchement entre les deux phases, entre les constituants des deux phases. Si je reprends mes deux phases. Donc si je prends ici un zoom à ce niveau, si je zoome à ce niveau, j'aurai ça. Donc en réalité, il y a une épaisseur. Mais pour simplifier, donc l'approximation de, ou bien le modèle de Gibbs, va être un petit peu donc un modèle, ou bien une approximation qui va aller donc d'une manière à l'envers pour retrouver la contribution de l'interface. Donc en réalité, il y a une interface avec une épaisseur. Et ici, je peux dire que c'est différent de 0. Bien sûr, si je peux le trouver. Hein. Je vais le mettre comme ça pour l'instant, pour ne pas perdre du temps. Donc différent de 0. Ça, c'est le modèle de Gibbs.
Ça, c'est la réalité. Ici, c'est phase 2 et phase 1. Donc, ça peut être phase solide, liquide, comme vous voulez. Phase. Voilà. Donc, le modèle de Gibbs, il considère qu'il n'y a pas d'épaisseur à ce niveau. Donc, vous avez donc le passage d'une phase à une autre d'une manière donc discontinue. Or, la réalité, c'est d'une manière qui est continue. Ceci suppose à l'équilibre une uniformité des concentrations molaires dans les deux phases. Donc, vous avez les concentrations molaires bien déterminées pour les deux phases et il n'y a pas de chevauchement à ce niveau. Vous n'avez pas une concentration qui va passer ici comme donc, ces atomes ou bien ces composés en jaune et une autre qui va passer dans cette phase, donc en bleu, qui sera une concentration perdue au niveau de la phase 1. D'accord? Et une discontinuité à l'interface. Donc un passage discontinu, un passage d'une phase à une autre d'une manière donc subite. Mais en réalité, ceci n'est pas rigoureusement vérifié. D'accord? L'énergie interfaciale sigma, qui n'est autre que la tension superficielle à la température T et à la pression P, est définie à une température T et à une pression P est définie à partir du travail donc réversible qu'il est nécessaire de fournir au système pour former donc cette surface. Et on l'a déjà défini sous forme de dW est égal à le coefficient de tension superficielle fois D de A, donc l'air qui va être formé. D'accord? Alors, en considérant le modèle de Gibbs, rappelez-vous bien que l'épaisseur, dans un premier temps, pour Gibbs, est égale à 0, donc elle est nulle. Dans ce cas, pour un système assez constituant, donc des constituants, on va dire de 1 jusqu'à C, donc différents constituants, composés de deux phases, alpha et bêta, donc ça peut être une phase solide, une phase liquide, ou bien une phase liquide, une phase vapeur, etc., donc qui sont en équilibre. Et on va prendre que le volume total du système est V, et A, c'est l'air de contact des deux phases. D'accord? On va considérer un système comme ça. Bon, avec deux phases, on a pris alpha et bêta. Au lieu de mettre 1 et 2, on va mettre alpha et bêta rapidement. Phase alpha et une phase bêta. Donc, il y a un volume total V. D'accord? Donc, le système a un volume de volume V et d'interface de surface A. Donc ça, c'est notre système où il y a deux phases. Bien sûr, les phases contiennent différents constituants. Donc ça peut être C constituants, ça veut dire 1, 2, 3, 4, jusqu'à C constituants. D'accord? Donc ils peuvent être soit dans cette phase alpha ou bien soit dans cette phase bêta. D'accord? Si le système subi au cours d'une transformation isotherme est réversible, et j'insiste sur le fait que c'est isotherme pour le calcul, donc isotherme,
Ça veut dire que T égale à constante. Donc T égale à constante. Une variation de volume et une variation d'air interfacial. Le travail fourni au système sera quoi? Donc on l'a déjà vu. Le travail dW sera quoi? Sera le travail des forces de pression plus le travail maintenant de quoi? De l'interface. D'accord? Donc ce sera le travail qu'on connaît tous qui est moins P dV, le travail apporté par les pressions, plus donc celle de résistance de la surface, donc pour former donc cet air A, bien sûr sigma, ce n'est autre que la tension superficielle. D'accord? Donc ce travail a la variation donc d'énergie libre du système et dF est égal à moins P dV plus sigma dA. D'accord? Donc si vous voulez qu'on prouve ça, donc dans ce cas, on peut le faire. Donc on sait que F est égal à U, donc l'énergie libre d'Helmholtz est égale à l'énergie interne fois T fois S. Si on passe à la dérivée, dF sera égal à quoi? Sera égal à du moins T ds moins S dt. S T T. Moins S dt. Et d'autre part, on a du est égal à quoi? Est égal à d de q plus dw. Donc on n'a pas besoin de le rappeler. On a déjà dit que c'est le premier principe au début du cours. On a dit que c'est le premier principe de la thermodynamique. Donc l'énergie va se conserver d'après le premier principe de la thermodynamique. D'accord? Et on a le système qui est donc réversible. D'accord? Alors D de Q sera égal à T ds. Et D de Q est égal à T ds. D'accord? On peut remplacer ici. On peut remplacer par TDS plus donc dW. Alors ça va s'annuler.
Et n'oublions pas que le système, il est isotherme. Donc ce terme va être égal à 0. Par conséquence, df est égal à dw et dw est égal à moins pdv plus sigma alpha bêta dA. Donc effectivement, df est égal à moins pdv plus sigma dA, bien sûr, à température constante. D'accord? Et donc, puisque c'est une différentielle, on peut écrire que P est égal à moins D de F sur dV et sigma alpha bêta. Donc ici, il y a une petite faute. Je vais régler. Et ici, c'est plus. Et sigma alpha bêta sera égal à D de F sur dA, donc à température et volume, donc et composition constante. D'accord? Donc on a défini donc, la pression à travers donc l'énergie libre de Helmholtz. Et vous voyez que à la fin, donc on revient au fait que la tension superficielle donc, peut être considérée donc une énergie. D'accord? Si la transformation n'est plus isotherme, mais accompagnée d'un apport de chaleur extérieure, nous aurons alors donc D de U est égal à TdS moins PdV plus sigma dA, comme introduit ici. Donc, on a introduit le TdS. D de U sera égal à TdS moins PdV plus sigma alpha bêta dA. Donc, on a pris en considération maintenant quoi? La contribution de l'interface, d'accord? Ça, c'est la contribution de l'interface. Rappelez-vous de l'objectif. L'objectif, c'est rajouter les différents termes qui sont reliés à quoi? À l'effet de l'interface. Mais j'insiste, d'accord? Donc, ces effets, donc cet effet il peut être négligeable dans le cas macroscopique, dans le cas des phases donc, normales que vous connaissez. Mais il peut avoir donc un effet important quand on est dans des phases qui sont divisées, d'accord? Donc, vous avez des particules qui sont très petites, donc ce sont des solides, d'accord? Avec donc la présence d'une autre phase, par exemple, liquide. Dans ce cas, cette contribution donc, va être amplifiée, va avoir donc une importance, va prendre plus de protagonisme, on va dire, d'accord? Donc, contribution de l'interface. Vous voyez que normalement, vous ne considérez pas ça. En général, vous prenez vos relations directement et vous ne considérez pas la partie de l'interface. Mais des fois, pour des exceptions bien déterminées, bien données, comme dans le cas des phases divisées, finement divisées, là, vous voyez qu'il faut tenir en compte donc, cet effet de l'interface. Et par la suite, on peut écrire que donc, la tension superficielle sera quoi? Sera donc la dérivée partielle de l'énergie interne par rapport donc, à la variation de surface. Donc, pour donc, entropie, donc volume et composition, donc constant. Donc, nous avons supposé jusqu'à maintenant que la composition du système restait fixe. Maintenant, on va étendre cette idée à des systèmes qui sont ouverts. Si c'est un système qui est ouvert, comme vous vous rappelez donc au départ, on avait dit que s'il y a un système qui est ouvert, donc il y a aussi échange de la matière.
on va rajouter donc notre fameux terme du potentiel chimique et de la composition, de la variation de la composition, aux différentes donc, fonctions d'état que nous connaissons. Et les différentes expressions ici vont être les mêmes que nous connaissons déjà, avec seulement l'ajout de la contribution de l'interface. Donc vous voyez que ici vous avez la contribution de l'interface, ici vous avez la contribution de l'interface, et ici vous avez la contribution de l'interface. On peut même donc définir donc, une nouvelle fonction d'état qui est dite donc le grand potentiel, qui n'est autre que la différence entre l'énergie libre de Helmholtz et l'énergie de Gibbs, d'accord? C'est d oméga qui est égal à moins SDT moins PDV plus sigma alpha bêta dA. Au lieu d'avoir donc le potentiel fois la variation de la composition, dans ce cas, on aura moins la composition fois la variation du potentiel chimique dans ce cas. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour résumer un petit peu ce qu'on vient de faire et toute l'histoire que je viens de vous raconter? Dans ce cas, la seule chose qu'on a fait, c'est que, en tenant compte de l'interface dans un système assez constituant, il suffit de quoi? De rajouter un terme sigma D2A. Le coefficient de tension superficielle fois la variation donc de la surface de l'interface. D'accord? Il suffit de l'ajouter à quoi? Aux différentes expressions que nous connaissons tous, donc classiques, des différentes fonctions d'état, que ce soit donc la variation de l'énergie interne, ou bien l'énergie libre, ou bien l'énergie de Gibbs, ou bien même maintenant donc le grand potentiel qu'on vient de définir. D'accord? Donc, tout ça se résume à quoi? Au rajout d'un nouveau terme. Au niveau macroscopique, ce terme, il est négligeable. D'accord? Donc, on ne le considère pas parce que la contribution des différents autres termes, que ce soit de la chaleur, de la variation de la composition, que ce soit du travail, donc dû aux pressions, elles seront trop élevées par rapport à la contribution donc, de la résistance de la surface pour former donc, cette interface. D'accord? Par contre, on a dit que dans des cas qui sont bien concrets, que vous pourrez donc dans un futur proche rencontrer, tout spécialement pour les gens qui vont continuer dans la recherche et tout spécialement les gens qui vont essayer de se spécialiser dans tout ce qui est nano-matériaux. À ce moment-là, si vous voulez parler donc d'énergie et vous voulez parler de, on va dire, grandeur thermodynamique, et tout spécialement, je vais insister sur les énergies, là, vous êtes obligé de rajouter un terme dû à quoi? Dû au phénomène d'interface. D'accord? Ça va pour l'instant? Vous suivez bien? Oui, monsieur, c'est clair. Tout ça se résume à quoi? À rajouter un nouveau terme dû à cette interface. D'accord? Maintenant, puisqu'on sait que à un certain moment, on a besoin de ressortir, de mettre un petit peu donc la lumière sur ce qui est propriété d'interface, on peut même maintenant calculer donc les potentiels thermodynamiques donc propres à l'interface, c'est-à-dire les fonctions d'état propres à cette interface. D'accord? Pour ce faire, nous allons intégrer donc les différentiels des différents potentiels thermodynamiques afin d'identifier la contribution de l'interface dans les expressions, que ce soit de U, de F, G ou bien oméga. D'accord? On maintient donc le modèle de Gibbs qui consiste à idéaliser la surface de séparation. D'accord? Donc on a dit qu'il n'y a pas donc d'épaisseur au niveau de l'interface. C'est un passage discontinu, un passage d'une phase à une autre directement. Donc en remplaçant l'interface donc réelle, on vient de dire qu'il y a une épaisseur non nulle, par une interface théorique, on a dit qu'une épaisseur
donc nul. On définit ainsi parfaitement les volumes respectifs donc des phases. D'accord? Donc on suppose qu'on passe directement d'une phase à une autre sans avoir donc cette épaisseur due à l'interface. Donc supposons que nous ayons opté pour un certain critère. Par exemple, donc, on prend le critère où la surface de séparation des deux phases correspond au maximum de gradient de densité de l'un des deux constituants. Ce que je veux dire par ici, c'est que je vais prendre mon interface donc réelle. Je vais essayer de vous expliquer ce que je veux dire par ce critère. Donc, j'ai mon interface qui est réelle. Le modèle de Gibbs, ce qu'il dit, c'est que ça, c'est égal à 0. D'accord? Maintenant, supposons que je vais agrandir tout ça. Ma phase. Non. Ma phase alpha et ma phase bêta. Et donc, je vais reprendre ma phase alpha et bêta. Maintenant, puisque donc les deux, chacun a une différence de densité, si vous prenez par exemple votre solution colloïdale, on va dire, d'accord? Et ce que vous faites, c'est décompter donc les deux phases. Une phase qui va aller donc en dessous et l'autre qui va aller au-dessus. Celle qui est plus dense va aller en dessous. Maintenant, si au lieu de prendre l'interface ici, on va essayer de... Je ne sais pas si le mot c'est tricher, mais essayer de mettre un modèle qui soit le plus proche d'une séparation qui soit d'une interface qui soit continue. Donc, si cette phase est plus dense, ce qui va se passer, c'est que la majorité, même s'il y a interface, la majorité des composants de la phase alpha vont être en dessous et la majorité de ceux qui sont de la phase bêta vont être au-dessus. Alors maintenant, au lieu de mettre notre interface ici, ce qu'on va faire, c'est on va mettre notre interface, on va prendre notre interface de la manière suivante. On va la mettre un petit peu au-dessus. Même si on a donc une partie de la phase bêta qui va rentrer avec la phase alpha, mais au-dessus, on aura 100% de la phase bêta. Ça veut dire que la phase bêta va être minoritaire à cause de quoi? À cause de la densité de la phase alpha. D'accord? Donc cela va se refléter au niveau des équations, mais vraiment, on est le plus proche possible d'avoir donc une transition, un passage d'une phase à une autre, ici, en discontinu. D'accord?
Alors, ce que je vais faire, c'est, donc, je vais considérer que mon interface qui est discontinue, va être donc ici au lieu d'être ici, d'accord? Donc, tout ça, c'est juste pour modéliser, pour faciliter donc les calculs. Donc, on va intégrer tout ce qui est interface réelle dans le sens à l'avoir donc rentré, rajouté à la phase alpha, puisque la phase alpha est plus dense que la phase bêta. Ça veut dire que j'aurai un peu de la phase alpha, un peu du constituant de la phase alpha dans la phase de la phase bêta, pardon, dans la phase alpha, mais cette quantité, donc, elle va être, on va dire, très petite, très faible, euh, qu'on ne peut donc l'apercevoir, d'accord? Alors, si on prend donc l'interface ici, au lieu de la prendre d'une manière qui est donc idéale ici, les volumes des deux phases, alpha et bêta, seront donc fixes et seront donc égales au volume total. D'accord? Donc, volume de alpha plus volume de bêta est égal au volume total. Et ça, c'est indépendamment donc de ce qu'on vient de faire. Les deux volumes, donc le volume de alpha et le volume de bêta, va être égal au volume total de tout le système. D'accord? Mais rappelez-vous que donc l'interface, on l'a pris donc d'une manière à avoir donc la phase qui est la plus dense avec une petite quantité de la phase bêta. Donc, de part et d'autre de cette surface de séparation, on peut définir pour chaque phase une densité d'énergie interne. D'accord? Donc, au lieu d'avoir l'énergie interne, on peut toujours définir donc, une densité d'énergie interne volumique, dans ce cas, que ce soit phi, ou bien une densité, donc, dans ce cas, densité molaire, pardon, une densité de la matière, donc volumique dans ce cas. D'accord? Donc, ça sera ρ I. Donc, pour la quantité de matière qu'on a dans alpha, pour le constituant I bien sûr, est égal à ρ I dans la phase alpha fois le volume de la phase alpha. Et l'énergie interne, alpha est égal à la densité donc volumique de cette énergie interne dans la phase alpha fois le volume alpha, d'accord? Donc en réalité, si nous prenons donc le nombre de moles total du constituant I, il va être différent du nombre de moles donc du constituant dans la phase alpha et du constituant dans la phase bêta, donc la somme des deux. D'accord? Et l'énergie interne aussi. À cause de quoi? À cause donc, de l'omission de tout ce qui est. De l'interface. Comment? À cause de l'interface De entre tout ce les qui est, deux phases. tout ce qui va constituer l'interface. D'accord? Donc il faut tenir en compte les deux. D'accord? Donc si vous prenez, vous essayez de prendre seulement la phase alpha sans les constituants de la phase bêta, et vous faites le calcul, vous faites un dosage par exemple, et vous regardez donc seulement la phase alpha, vous allez retrouver qu'une partie de la phase alpha devrait avoir passé dans l'interface. Et même chose, si vous prenez la phase bêta et vous faites donc le calcul, le dosage, pardon, dans ce cas, vous allez voir qu'une partie va être participe de l'interface. D'accord? Donc forcément, vous devriez les rajouter. D'accord? Donc supposons que vous faites ça. Vous venez ici, d'une manière expérimentale, et vous récupérez, vous êtes capable de récupérer seulement la phase
Seulement la phase bêta. Vous la prenez, vous avez cette phase, vous la prenez, vous la dosez expérimentalement. En principe, vous devriez avoir un nombre de moles déterminé, mais au dosage, vous allez trouver que vous avez un nombre de moles qui sera différent à cause de quoi? À cause de ce que vous avez perdu, donc à l'interface. D'accord? Donc, même chose pour la phase alpha. Donc, ce qui peut être dit pour le nombre de moles peut être appliqué aussi à l'énergie interne. Donc, vous êtes forcé de rajouter un terme qui fait intervenir l'interface. D'accord? Puisque la position de l'interface dépend du critère de choix, maintenant, le critère de choix, dans ce cas, on a dit qu'on a pris l'interface par rapport à la phase qui est la plus dense. Dans ce cas, on a considéré que alpha est la plus dense. Il en est de même donc, de choisir donc, NS et US, qui peuvent d'ailleurs aussi bien être positifs ou bien que négatifs. D'accord? Donc, ils peuvent être positifs ou bien négatifs à cause de quoi? Donc, si vous prenez cette phase ici alpha, ça veut dire que vous avez donc dans votre phase alpha la contribution de l'interface. D'accord? Donc vous pouvez la soustraire pour avoir les valeurs de n. Les valeurs de n, n alpha et n et u alpha du constituant donné. Si vous prenez donc votre phase bêta, ça veut dire que vous avez omis celle de la contribution donc, de l'interface, donc ce qui vient de bêta, mais qui existe dans cette interface. Ça veut dire que vous devriez rajouter, d'accord? Ça veut dire que ce terme, dépendant de quelle phase vous pouvez vous trouver, peut être positif ou bien négatif. Donc, soit vous allez rajouter donc, la contribution de l'interface, ou bien vous allez la soustraire. D'accord? Donc, ces deux termes, ils peuvent prendre des valeurs qui peuvent être positives ou bien négatives, cela dépendant de où vous vous positionnez. Comment vous avez pris cette interface ici, et donc où vous vous positionnez, sur la phase bêta ou bien la phase alpha. Supposons que vous faites l'inverse, vous prenez donc votre interface ici. Donc les signes vont changer. D'accord? Donc dans un système à un composant, donc au lieu de rester sur ces composants, on est maintenant sur un seul composant. On choisit généralement la surface qui correspond à NS est égal à 0. Donc on va choisir la surface qui sera la plus proche à avoir donc une valeur qui est égale à 0. C'est-à-dire que on va considérer la surface donc pour laquelle donc en général la phase la plus dense va être donc riche en alpha et avec une quantité minoritaire de bêta, et la phase bêta va être donc à l'exception de ce qui sera perdu au niveau de l'interface, va être encore plus riche donc en bêta, et cela veut dire que pratiquement donc l'interface donc à ce niveau va être donc une interface qui est égale à 0 au niveau de la composition. D'accord? Ce n'est pas réel, d'accord? On est en train de dire qu'on est en train de supposer, et on veut avoir donc une interface où la composition plus que égale à 0 va tendre vers 0, d'accord? Donc où est-ce qu'elle va tendre vers 0? C'est au moment où vous avez donc une phase qui est plus dense en dessous, même s'il y aura une quantité de la phase bêta, cette quantité va être vraiment très, très minoritaire. Et puisque donc celle qui est moins dense, c'est la phase bêta, il n'y aura pas donc d'entrée de la phase alpha dans la phase bêta. À cause de quoi? À cause du fait que la phase alpha est plus dense que la phase bêta. D'accord? Donc ce sont seulement des suppositions qu'on met pour faciliter donc le calcul. Donc cette surface de séparation,
est appelée donc en général donc équimolaire. Elle doit être choisie telle que donc n alpha plus n bêta soit égal à n. Donc l'énergie libre F du système total est une variable extensive. L'intégration de l'équation sur le système à deux phases en équilibre donne que F est égal à moins PDV plus sigma A, plus donc la somme de bien sûr, ici la multiplication du potentiel chimique de chaque constituant fois son nombre de moles, donc rien de nouveau ici. Maintenant, on va voir un petit peu les conséquences. En posant pour simplifier sigma est égal à sigma alpha bêta, on obtient d'une manière donc analogue pour les deux phases. Si vous prenez séparément chaque phase et vous calculez son énergie libre de d'Helmholtz, vous aurez moins P fois V, donc le volume de la phase alpha, plus donc la somme de la multiplication des potentiels chimiques fois la composition, bien le nombre de moles de cette phase. Même chose pour la phase bêta. Donc ce qu'on a fait, c'est seulement séparer. Donc on a l'énergie libre d'Helmholtz pour le système complet. Et ce qu'on a fait, c'est que ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura l'énergie F alpha, donc l'énergie libre d'Helmholtz de la phase alpha, et l'énergie libre de la phase bêta. On aura ici F bêta c'est F bêta, et on aura F alpha au-dessus. Ces deux énergies correspondent à quoi? À quelle expression? Donc, ce sera la même expression que nous connaissons tous, mais en distinguant chaque phase, d'accord? Donc, c'est la même expression ici, moins PV plus donc, cette somme, mais seulement dans la phase alpha. Et même chose pour la phase bêta. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque la contribution de l'interface. D'accord? Donc la contribution de l'interface sera quoi? Donc, Fs, l'énergie libre d'Helmholtz, est égale à sigma A, plus quoi? Donc sigma A, c'est quoi? C'est le travail de l'interface, de la surface, donc bien de la tension superficielle donc pour former cette surface, plus quoi? Plus la contribution au niveau du constituant, au niveau de l'interface, où on a donc le potentiel chimique, fois la composition, bien le nombre de moles, donc à cette interface. Maintenant, on a défini, dans ce cas, un premier potentiel thermodynamique, qui est l'énergie libre d'Helmholtz, pour l'interface, et qui n'est autre que la somme de la tension superficielle, bien le travail donc pour former la surface, plus donc la somme de la composition. D'accord? Si l'on choisit donc la surface de séparation telle que donc, il y a une discontinuité, donc il y a un passage direct. Si on est dans le cas, on va dire idéal, la tension superficielle, le coefficient de tension superficielle va être égal à quoi? Va être égal à l'énergie d'Helmholtz, dans ce cas à l'interface sur l'air sur la surface de cette interface. D'accord? Donc, les équations analogues en termes du grand potentiel donc, vont donner donc la même chose. Et on peut écrire que pour donc, le grand potentiel pour la phase alpha, ce sera égal à moins P fois V, donc alpha. Le grand potentiel pour la phase bêta est égal à moins P fois le volume donc, de la phase bêta. Et dans ce cas,
Et ça, c'est général. Donc, ça a été spécifié pour le cas où on a donc NI est égal à 0. Mais en général, donc sigma, le coefficient de tension superficielle est égal au grand potentiel à la surface divisé par la surface de séparation. Donc ici, quelle que soit donc cette surface de séparation. Donc, de même que, quel que soit donc le choix de la surface de séparation des deux phases, on définit des densités de surface en divisant l'énergie par l'aire totale de la surface. D'accord? Donc, pour donc n'importe quelle surface ou bien interface, dans ce cas, on peut toujours définir des énergies, de densité d'énergie de surface, dans ce cas, en divisant n'importe quel potentiel thermodynamique que nous connaissons, que ce soit dans ce cas l'énergie d'Helmholtz, ou bien l'entropie, ou bien le grand potentiel, par la surface, et on aura donc une densité d'énergie surfacique. D'accord? Cela nous mène à un cas particulier qui vous intéresse, qui vous intéressera peut-être par la suite avec un de vos autres professeurs ou bien durant un autre module. Je crois bien puisque vous êtes en train d'étudier tout ce qui est matériaux. Alors, il y a aussi donc une densité surfacique, dans ce cas gamma, qui est le rapport du nombre de moles à l'interface divisé par la surface de cette interface. Et cela, donc cette densité surfacique, n'est autre que ce qu'on appelle adsorption. Donc à ne pas confondre avec absorption. D'accord? Donc absorption, c'est absorber complètement. Adsorption, c'est dépôt à la surface. D'accord? Donc adsorption, dans ce cas, donc vous allez voir par la suite, je ne sais pas avec qui, mais vous allez voir donc tout ce qui est adsorption chimique et physique. Donc c'est même le principe de base, par exemple, de la détermination des surfaces spécifiques. Donc il est basé sur quoi? Sur donc ce phénomène donc d'adsorption. Par quoi? Par l'adsorption, par exemple, dans le cas de la BET, d'un gaz, en général, c'est l'azote, à la surface d'un matériau solide, qui va permettre par la suite de déterminer exactement donc, la surface spécifique. Donc, à travers quoi? À travers donc, ce calcul. D'accord? Alors, une des conséquences directes, c'est donc l'adsorption dans ce cas. Maintenant, donc, rentrons dans le détail de l'adsorption. Donc, l'équation d'adsorption de Gibbs, dans ce cas, en oubliant, en évitant de considérer donc, les équations donc, équivalentes pour les deux phases alpha et bêta, on aura D2Fs, donc au lieu de prendre toutes les valeurs, donc Fs donc, que vous avez ici, donc on va passer directement à celle-là. D'accord? Donc D2Fs est égal à moins S dt plus sigma dA plus la somme, donc mu i D2Ni. Et D2 oméga S est égal à moins SS D2T plus. Donc, ici, il manque donc S de l'entropie de la surface, donc moins S dans l'entropie de la surface dt plus sigma dA, moins donc la somme NIS D2 mu I, donc d'après la définition qu'on avait vue précédemment. Donc, en soustrayant ces équations de celles obtenues en différenciant D2Fs et D2 oméga S, on obtient que l'entropie de la surface dt plus A d2 sigma plus donc la somme de NIS d2 mu I est égale à 0. Donc je ne sais pas si vous voyez donc comment on a effectué le calcul, mais je peux donc le reprendre rapidement. Donc si je prends D2Fs, D2Fs, et bien sûr donc
l'expression de f, elle est où? Pour vous la montrer. Donc l'expression de f, c'est celle-là. L'expression générale. Et on va l'appliquer bien sûr à l'interface, d'accord? Donc S veut dire donc la surface de séparation, d'accord? Si nous l'appliquons donc à celle-là, qu'est-ce qu'on aura? Donc, pour la surface pardon, non, c'est pas celle-là, mais celle d'avant. Ici. Excusez-moi. Donc, on applique donc la dérivée à celle-là. On aura quoi? D de sigma. On aura A D de sigma. Plus sigma D de A. Sigma D de A. Plus la somme et on aura donc mu I D de NI D de NI plus I D de mu I. Et j'ai cette relation aussi. Qu'est-ce que je peux simplifier? Est-ce que je peux simplifier? Je peux simplifier ça. Et je peux simplifier ça puisque c'est une égalité. Et maintenant, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux reprendre cette partie. Très bien. Et qu'est-ce qu'il me manque? Donc j'ai A sigma, j'ai ça, qui est égal à moins S dt. Je peux écrire que c'est S dt plus tout ça est égal à 0.
c'est l'entropie à la surface. Donc, en effet, on a retrouvé donc, cette relation qui est donc l'équation d'absorption. Donc, bien, l'équation donc dans ce cas d'équilibre de Gibbs. Donc, c'est l'équation d'absorption de Gibbs. Elle relie tout changement de sigma aux variations de température et de potentiel chimique des différents constituants. Et D de sigma est égal à quoi? Est égal à moins donc cette somme donc d'absorption, d'accord? Donc, en utilisant cette relation, donc lambda ns lambda ns sur A S. Donc, à température constante, on a ce terme qui sera égal à 0. On a A D de sigma est égal à moins cette somme. Et D de sigma sera égal à moins cette somme divisée par A. Et on a lambda est égal à, donc lambda c'est l'absorption, qui est égal à NS sur A. On aura moins, donc la somme des lambda et des absorptions des différents constituants fois D2 mu. Donc pour un système à deux composants, en remplaçant ici, donc pour deux composants, A et B, qu'est-ce qu'on aura? On aura la somme moins lambda A, D2 mu A, moins lambda B, D2 mu B. Maintenant, supposons que la position de surface théorique de séparation des deux phases a été choisie de manière à ce que l'équation précédente se simplifie et devient donc D de sigma est égal à moins lambda D2 mu A. Donc, vous vous rappelez ici que le critère de choix, on avait dit que on va prendre donc ici l'interface où la phase alpha est plus dense que la phase bêta. Et en plus, donc ici, on nous conditionne déjà. Ça, elle est où? Ici. Donc, on nous conditionne au niveau donc, de cet exemple où donc, A est un solvant et B soluté. Ça veut dire que A est plus abondant que B. Donc, vous aurez plus de A en dessous ici que de B. Ça veut dire que B va être minoritaire. On peut considérer donc que la phase bêta donc, contient à peu près 100% de sa concentration en B. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc, si on prend donc, la phase bêta, où il y a donc seulement donc, B, D de sigma sera égal à moins lambda B, D de mu B, donc sont la contribution de l'interface, d'accord? Et puisque le potentiel est relié à l'activité par la relation, donc mu est égal à mu 0 plus RT logarithme de lambda, où lambda donc, est l'activité, dans ce cas, au lieu de
au lieu de la concentration. Donc lambda ici, c'est lambda n'est autre que gamma, l'activité, le coefficient d'activité, pardon, gamma, le coefficient d'activité fois la concentration. Fois la concentration. Ça, c'est l'activité. Ça, c'est le coefficient d'activité. Et ça, c'est la concentration. Concentration molaire. Je vais la mettre ici pour que vous vous rappeliez. Donc ça, c'est concentration molaire. Ça, c'est le coefficient d'activité. Et ça, c'est l'activité. Donc, on est en train de parler d'un cas qui est réel. Au lieu de concentration, on utilise activité. D'accord? Donc, D de mu B sera égal à quoi? Donc, on va dériver. Donc, ça, c'est une constante, ça sera égal à 0. Qui est égal à RT fois D de logarithme de l'activité dans ce cas pour le constituant B. Ainsi, donc, lambda B sera égal à quoi? Elle sera égale à moins 1 sur RT, D de sigma, sur D de logarithme, donc lambda. D'accord? Donc ici, donc on a remplacé donc, par la concentration, d'accord? Donc l'activité, pardon, donc, par le mu. Donc on a remplacé ici par donc, le potentiel chimique par l'activité, et par la suite, ce qu'on va faire, donc, puisque donc lambda, c'est gamma fois la concentration. Donc gamma, ici, donc, peut être simplifié. Et au lieu de l'écrire sous forme de, ici, d'activité, on peut l'écrire sous forme de concentration molaire. Et l'absorption peut être écrite sous la forme de moins la concentration sur RT, D de sigma, sur D de la concentration molaire. Et en effet, donc cette expression, c'est l'expression sous laquelle donc, tout le monde connaît tout ce qui est donc l'équation de Gibbs, qui n'est autre que l'équation d'absorption dans ce cas. D'accord? Donc on est revenu, on est arrivé, au lieu de dire revenir, mais on est arrivé à l'expression la plus simple qu'on connaît au niveau de l'absorption pour l'équation de Gibbs. Donc, pour résumer, il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici. Donc ici, donc l'idée c'est d'étudier les différents potentiels donc, thermodynamiques et par la suite donc, retrouver l'équation d'équilibre de Gibbs ou bien l'équation d'absorption de Gibbs. Et cela donc en appliquant donc, les différentes définitions de l'énergie libre d'Helmholtz et du grand potentiel dans ce cas, en oubliant donc ceux de alpha et bêta, donc on l'applique seulement pour les interfaces. À ce moment-là, on retrouve l'équation d'absorption de Gibbs. Et par la suite, donc à température constante, en appliquant, donc en continuant le calcul. Donc ici, si on prend donc deux phases, deux constituants, donc A et B, où un est majoritaire et l'autre est minoritaire, on peut tomber à la fin qu'à l'interface,
Donc, ce qu'on aura, on pourra considérer seulement celle du solité qui est minoritaire, vu que l'autre est plus dense et plus abondant. Donc, il va être considéré qu'on a un passage direct donc de la phase alpha à la phase bêta, donc d'une manière qui est discontinue, pardon. Et c'est pour ça qu'on peut donc écrire que notre adsorption dans ce cas, ou bien notre adsorption bien sûr ici, donc gamma B, en fonction de la dérivée de la tension superficielle et en fonction du potentiel chimique, par la suite peut être réduit à la relation la plus simple, qui n'est autre que l'adsorption qui est égale à quoi? À moins la concentration sur RT, donc la dérivée de la tension superficielle par rapport à la concentration. Alors, donc ça, je ne vais pas le faire, mais je vais mettre une remarque. Alors, donc tout ce qui a été effectué jusqu'à maintenant a été effectué pour une surface qui est plane, d'accord? Donc sinon, j'aurai pas le temps pour finir. Donc ce que je vais faire, c'est émettre une remarque pour que vous le sachiez. Remarque. Tout ce qui a été étudié jusqu'à maintenant est applicable pour les surfaces planes. En réalité, les surfaces des interfaces donc, peuvent avoir d'autres formes, par exemple les formes sphériques. D'accord. Ce que je vais rajouter, c'est seulement donc je vais rajouter cette partie. Donc la thermodynamique. Donc la thermodynamique des surfaces, des interfaces sphériques est plus complexe. Donc elle peut être considérée, je vais prendre cette partie, peut être considérée sous forme conique. Vous allez voir pourquoi c'est complexe. C'est juste à cause de quoi? À cause donc des différents paramètres qui peuvent donc intervenir, que ce soit donc le rayon donc interne, le rayon externe, etc. D'accord? C'est juste pour vous rappeler que faites attention, tout ce qui a été effectué pour des surfaces qui sont planes, mais dans le cas des surfaces donc les plus communes, qui ne sont autres que celles sphériques, donc le calcul devient plus complexe, d'accord?
Alors, l'anatomie d'une interface sphérique est plus complexe car elle prend en considération un élément conique donc, qui est une phase. Donc, alpha entouré par une phase bêta. Donc, ayant un angle solide oméga. Et cet élément conique donc, va prendre en compte donc, tout ce qui est donc, dans le rayon R alpha et R bêta. Donc, si la surface donc, au lieu d'être plane, l'interface, au lieu d'être plane, elle est comme ça. Donc, si l'interface est comme ça, backward, comme ça. Je sais pas si j'ai bien fait les choses, non. Alors, donc si la surface elle est comme ça, au lieu d'être comme on vient de le voir, je sais pas, je vais la mettre dans une enceinte. On vient de dire qu'on aura besoin d'un élément conique. Si ça, c'est le centre de la sphère, on aura un élément conique. Comme ça, avec deux rayons.
premier rayon. Un premier rayon. Si ça, c'est la phase B. On aura le rayon RB, bien R bêta. On aura le rayon R alpha. Quand on veut faire les choses rapidement, donc les choses n'aboutissent pas forcément. Allez. Très bien. Et un angle, bien sûr, solide. Oméga. Et si ça, c'est ma phase, donc alpha. Au-dessus, j'aurai la phase bêta. D'accord, donc l'interface, ici, elle est donc une forme sphérique. Donc pour effectuer donc, tout le calcul, j'aurai besoin de quoi? Des paramètres suivants. Donc l'interface, donc elle sera représentée par tout ce qui est donc à l'intérieur entre le rayon alpha et le rayon bêta, et bien sûr donc en fonction d'un angle solide. D'accord? Donc ce qui va affecter quoi? Donc ça va affecter donc l'expression de l'air et les différents volumes donc de alpha, de la phase alpha et de la phase bêta. D'accord? Bon, une surface de séparation dans ce cas donc, va être considérée, va être définie par donc, une aire avec l'angle solide et le rayon, avec un volume qui va faire intervenir l'angle solide, le rayon et le rayon de l'interface et le rayon de la phase alpha, et de même pour le volume de bêta. Dans ce cas, donc, il faut considérer 4 paramètres pour définir le système considéré, donc oméga, R alpha, R bêta et le rayon donc à l'intérieur de l'interface. D'accord? Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, on va passer tout ça et on va passer à la fin de notre cours. Donc, on va passer tout ça. Donc, pour conclure, donc la question qui se pose maintenant, donc, puisque on connaît ce qui est donc tension superficielle, et on a vu qu'un des exemples que j'avais donné avant, un exemple qui est relativement réel, qui n'est autre que le dépôt, par exemple, d'un gel au-dessus d'un substrat solide et la formation d'une couche mince. Donc, des fois,
on est amené à vouloir donc avoir une bonne mouillabilité d'un de nos substrats, par exemple. Donc, pour ce faire, on a besoin d'abaisser donc la tension superficielle. D'accord? Plus la tension superficielle est petite, plus on aura quoi? On aura plus de mouillabilité. D'accord? Donc, en abaissant la tension superficielle, on aura plus de mouillabilité. Et cela, comment peut-on le faire? Donc, on peut le faire par exemple, étalement d'une couche monomoléculaire, donc bien sûr avec des propriétés bien données, à la surface, dans ce cas, d'une des phases. D'accord? Donc, certains matériaux tels que les acides ou les alcools gras peuvent être étalés à la surface de l'eau ou solution aqueuse sous forme d'une couche monomoléculaire. Ces molécules possèdent donc deux parties. Une partie polaire qui possède une affinité pour l'eau et une autre, donc une chaîne hydrocarbonée qui demeure hors de l'eau. D'accord? Donc, supposons qu'on a, je reprends mon enceinte. On va prendre ce schéma. Donc, par exemple, j'ai pourquoi il ne me laisse pas sélectionner. J'ai une phase 1, on va dire un liquide, l'eau par exemple. Et j'ai donc par exemple, je ne sais pas, l'huile. Donc l'huile et l'eau, donc il y a une interface qui se forme entre les deux. D'accord? Donc pour abaisser donc, la tension superficielle de l'eau, pour capter par exemple de l'huile, je peux donc mettre en place un dépôt d'une couche monomoléculaire à la surface de l'eau. Supposons que cette opération, je ne l'ai pas faite pour l'instant. Je n'ai pas mis en contact donc l'eau avec mon huile. Donc, on a dit que donc, ces molécules ont donc, deux parties. Une partie qui aime s'accrocher à l'eau et une partie donc carbonée et une partie carbonée qui va rester donc hors de l'eau. Donc, cette partie qui reste hors de l'eau peut avoir une affinité à une autre phase.
que ce soit donc une phase gazeuse ou bien une phase liquide, comme dans le cas de l'huile. Donc, un des exemples les plus concrets, ça peut être donc non, monomoléculaire, non. L'exemple dont je vais laisser pour la deuxième partie, c'est mieux. Sinon, ce que je vais dire donc n'est pas très logique, d'accord? Donc, cette molécule, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va permettre donc à la surface de l'eau donc de s'étaler, d'accord? Donc, s'étaler, ça veut dire que donc à un certain moment, donc la tension superficielle, si la tension superficielle, par exemple, de cette phase est sigma 0, en l'absence de cette monocouche, et sigma en présence de la monocouche, donc sigma devrait être égal à sigma 0 moins une valeur, j'écris ici puis donc une valeur x, une valeur y. Je ne sais pas pourquoi. Moins une valeur y. D'accord? Donc, ce qu'elle va faire, c'est diminuer la tension superficielle. Donc, si la tension superficielle donc, diminue, on aura donc plus d'étalement de la surface. D'accord? Donc, abaissement de la tension superficielle par adsorption d'un corps tension actif. Donc, c'est le même principe. C'est pour ça que j'ai dit que l'exemple que j'allais dire donc, n'est pas très correct. Donc, c'est le même principe, mais la différence, c'est que dans un moment donné, donc ici, ce qu'on a fait, c'est seulement déposer à la surface. Dans le deuxième cas, donc on va mélanger. D'accord? Mélanger ce qu'on appelle donc des tensioactifs. Les tensioactifs, ce sont quoi? Ce sont encore une fois donc des molécules qui ont deux têtes, deux côtés, on va dire. D'accord? Donc c'est le même principe qu'ici. Ce sont des molécules qui peuvent être donc des molécules organiques ou bien peuvent être même sous forme cationique ou bien anionique, mais avec des chaînes donc qui sont relativement longs, ou bien même des polymères, d'accord, qui ont deux têtes. Une tête, dans ce cas, qui va être hydrophile, et l'autre tête qui va être, on va dire, lipophile. D'accord? Et dans ce cas, par exemple, donc si je reprends cet exemple, au lieu de l'avoir comme ça, on aura quelque chose de comme ça. Et je vais vous donner donc l'exemple qui est le plus proche de la réalité. Donc ces molécules vont être mélangées à l'eau. Elles vont permettre quoi? Elles vont permettre d'abaisser la tension superficielle. D'accord? Un exemple qui est bien concret dans ce cas. Donc, c'est l'exemple du détergent. D'accord? Le savon que vous utilisez, par exemple, que ce soit pour le lavage donc, de vos habits, ou bien aussi donc, le savon utilisé pour la vaisselle. D'accord? Donc, le savon, qui n'est autre que cette molécule, par exemple, est mélangé à l'eau. Et ce mélange à l'eau, donc, en général, veut dire que vous avez une partie qui est hydrophile
fil qui aime l'eau. Cette partie en rouge, elle est hydrophile. Et une partie lipophile. Un côté hydrophile. Un côté hydrophile. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on sait que l'huile et l'eau, ils n'aiment pas se mélanger. D'accord? Le fait que cette partie aime l'eau et l'autre aime l'huile, ce qu'elle va faire, c'est permettre à l'huile donc de se mélanger, l'huile ou bien la partie grasse, de se mélanger avec l'eau. D'accord? Donc, le contact de cette partie lipophile, ce qu'elle va faire, c'est prendre une partie de cette graisse et la submerger dans l'eau. D'accord? Donc, ainsi de suite. Donc, plus vous submergez de l'huile dans l'eau, plus vous êtes en train de nettoyer, par exemple, vos habits ou bien votre vaisselle, etc. D'accord? Donc, à travers quoi? À travers le fait, donc dans ce cas, de diminuer la tension superficielle. Le fait de rendre donc l'huile, donc la mettre en contact avec cette tête ou bien ce côté lipophile, il va diminuer donc la tension superficielle de cette partie, bien sûr, de l'huile ou bien de graisse qui existe, par exemple, dans votre vaisselle. Et cette diminution, donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donner donc la possibilité de submerger donc l'huile dans l'eau. D'accord? Donc, dans ce cas, l'abaissement de la tension superficielle est lié à l'accumulation de soluté amphiphile. Donc, amphiphile, ça veut dire ami de deux. Donc, aime les deux, ça veut dire aime les deux phases. Donc, amphiphile, ça veut dire aime qui aime les deux phases. D'accord? À la surface donc, de la solution. Les matériaux donc, présentant une activité de surface sont appelés tensioactifs. Donc, ces molécules sont dits tensioactifs. Ils peuvent être des cations, des anions ou bien des radicaux. Et l'absorption de molécules tensioactives mène à la formation d'une monocouche orientée aux interfaces donc air, eau et huile, eau, donc qui permettent d'enlever donc tout ce qui est donc huile, de tout ce qui est gras de vos habits ou bien de vos vaisselles, etc., etc. D'accord? Donc, pour abaisser la tension superficielle, il suffit donc de traiter soit la surface de la phase, donc ici par une couche monomoléculaire qui est la même particularité que le tensioactif, donc qui est une partie donc polaire possédant donc une affinité pour l'eau et une chaîne hydrocarbonée qui demeure hors de l'eau, ou bien de rajouter à une des phases donc un tensioactif superficiel et cela va permettre de rabaisser donc la tension superficielle de vos phases, d'accord? Donc, puisqu'il est donc 12h30, je crois que c'est la fin de ce cours. Je ne sais pas s'il y a des questions. Vous pouvez les poser pour revenir sur les parties que vous n'avez pas compris. Sinon, je serai toujours disponible, bien sûr, sur mon courrier électronique. Donc, le cours il a été conclu. On a terminé. Il vous reste la thermodynamique des céramiques et des verres que j'ai donné sous forme d'un mini-projet que vous allez rendre. Donc, on s'est mis d'accord de le rendre le 14 mars.
Essayez de faire quelque chose qui soit décent, à la hauteur donc, du fait que vous êtes des masterants. C'est une opportunité pour vous d'apprendre à rédiger. D'accord? Du copier-coller, ça ne vaut rien. Essayez de rédiger vous-même vos rapports. Qu'est-ce qu'il reste? Donc, s'il y a des questions, je sais que je vous ai donné beaucoup d'informations aujourd'hui d'un seul coup, mais bon, je serai, comme je viens de le dire, disponible. Que ce soit sur Teams, vous pouvez m'envoyer donc sur la partie ici, discussion, vous pouvez m'envoyer des questions pour que tout le monde voit les questions et les réponses. Parce que des fois, donc, pour les premières années, en général, ils m'envoient en privé. Et les autres, ils n'apprennent rien. D'accord? Donc, c'est mieux de m'envoyer donc, directement ici. Vous cliquez ici sur répondre ou bien reply. Ça dépend de comment vous avez installé votre logiciel. Si vous avez des questions, vous écrivez votre question. Moi, je répondrai toujours à vos questions. C'est ce que je fais avec tous les étudiants. D'accord? Sinon, vous pouvez toujours donc me contacter sur, par courrier électronique. D'accord? Vous m'envoyez un email avec votre question, ou bien s'il y a, je ne sais pas, un exercice que vous n'avez pas compris, vous pouvez me l'envoyer et je peux toujours donc vous répondre et vous expliquer donc comment ça se passe. Ensuite, il reste donc l'examen, le contrôle. Le contrôle, donc essayez de commencer dès maintenant pour préparer, donc pour réviser et préparer le contrôle. Et je crois que je pourrais l'effectuer donc à distance. Je vais voir ce que je peux faire et on pourra donc effectuer un contrôle à distance. La seule condition, c'est que vous devriez donner vos emails, vos courriers électroniques, vos adresses, bien sûr, pas le mot de passe. Donc, vos adresses email au délégué de classe, c'est le HAFA, je crois. Youb el Hafa. Mais les courriers électroniques, les emails, ils devraient être écrits correctement. D'accord? Sinon, je ne pourrais pas vous envoyer donc, le lien pour l'invitation pour l'examen. D'accord? Donc, vous envoyez les emails à Youb. Lui, il va me passer la liste. Les noms, prénoms et les emails, mais vous devriez vraiment faire attention quand vous écrivez vos emails. D'accord? Bon. Vous écrivez bien vos emails avec tout ce qui est écrit. Je ne sais pas s'il y a un numéro, vous l'écrivez bien. S'il y a, je ne sais pas, quelque chose que vous avez rajouté, donc vous l'écrivez très bien, correctement, pour que je puisse donc organiser le contrôle. Donc vous avez 3 semaines pour rendre le rapport. Donc vous avez 3 semaines pour qu'on se mette d'accord sur un jour pour l'examen. Il y a une question de la part de Myriam Bouffery, ouais. Oui. Monsieur, s'il vous plaît, quel est le jour de l'examen? La date précise, s'il vous plaît. Pour l'instant, donc, je ne sais pas, je vous ai dit d'ici le 14 mars, on va voir. D'accord? Donc, on va se mettre d'accord. Je vais vous envoyer un email pour vous donner donc, la date. Mais vous commencez dès maintenant. Ça sera donc aux environs je sais pas, du 20 mars. D'accord? Ou bien avant. Donc, vous commencez par réviser. Et par la suite, on va se mettre d'accord pour un jour. Donc, ça sera un examen à distance, ça sera quelque chose de rapide, d'accord? Donc, les circonstances obligent. C'est pour ça que donc, cette année, le cours, il était très court, on va dire. Donc, je ne suis pas, donc, Merci, monsieur. j'ai pas mis tout ce que je mets en général. Donc, c'était un cours très court par rapport aux années dernières. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des choses que vous n'avez pas compris? Si tout va bien, alors, pour les TD, est-ce que c'est quelqu'un qui est avec nous ou bien je viens de voir pour les TD? Pour les TD, donc cette année, il n'y aura pas de TD. En général, je ne fais pas de TD, d'accord? Donc, en général, c'est quelque chose
basé principalement sur ce qui a été vu sur le cours, d'accord? Donc, ce n'est pas quelque chose de vraiment extraordinaire. Donc, il n'y a pas de TD cette année. Vu donc le temps, on n'a pas le temps, vraiment, on n'a pas le temps. Mais bon, ne craignez rien, ça ne sera pas un examen qui va être donc quelque chose de très, très difficile. D'accord? Alors, d'autres questions? Oui. Hassouni Maria. Monsieur, dans l'examen, on va traiter seulement le cours. Bon, on va voir. Pour l'instant, essayez de chercher quelques exercices de diagrammes de phase, etc. Mais par la suite, on va voir. D'accord? Je vais vous envoyer, je vais voir, parce que je suis en train de penser à faire un QCM. Donc, si c'est un QCM, bien sûr, donc ce sera basé principalement sur le cours. D'accord? Vous Monsieur, pouvez répondre à des questions. monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous envoyer des exercices pour travailler dans le... Je vais voir ce que je peux faire, d'accord? Je vais essayer de vous envoyer quelque chose. D'accord, merci, monsieur. D'accord? D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque de vous envoyer le cours, les deux derniers chapitres, donc pour que je me rappelle. Donc, les deux derniers chapitres. Je ne sais pas si j'ai mis en ligne la, la dernière fois, le cours de la dernière fois, le vendredi dernier. Est-ce que vous avez regardé? Oui, oui, monsieur. Sont en ligne déjà? Oui. Très bien. Donc, il me manque la dernière, donc les deux vidéos d'aujourd'hui. Et il y en a qui ont demandé donc des exemples d'exercices. Très bien. Et comme ça, donc vous aurez toute l'information. Est-ce que Boufréo, tu as une autre question? Monsieur, s'il vous plaît, ce qui concerne la partie qu'on aura avec Monsieur Chehwani, ce sera dans ce semestre, présentiel ou Je ne sais à pas. distance? Je sais pas. Je vais envoyer un message à votre responsable de master, Monsieur Licho, et c'est lui qui va se mettre en contact avec Monsieur Chehwani. D'accord? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr que ça soit donc à distance. Peut-être que ce sera présentiel. Mais je ne suis pas sûr, hein. Merci. Ne vous fiez pas de ce que je suis en train de dire maintenant. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc sinon, je vous souhaite donc bonne chance pour le reste de votre cours et votre master et bien sûr votre carrière. Et bonne chance pour le contrôle. Allez, au revoir. Merci. Merci.